Moteur. On y va? Vous êtes en forme? Alors, vous savez qu'il y a un cycle du sommeil, et entre 13 h et 15 h, c'est terrible de résister. Hein. Donc, il y a des stimulants. Donc, ça y est, vous avez passé votre période de somnolence. Alors, il faut lutter contre l'obstruction, vous avez compris. Alors, quels sont les moyens qu'on a de lutter contre l'obstruction? C'est l'amydalectomie. Alors, quand on parle d'amydalectomie, il faut parler d'amydalectomie palatine et d'amydalectomie linguale. Il faut en faire la différence, parce que chez l'enfant, c'est important. L'adénoïdectomie, c'est, bien sûr, vous savez ce que c'est l'ablation des végétations adénoïdiennes. Il y a toute la chirurgie du nez avec la septoplastie, et bien sûr les turbinoplasties, dont je vous dirai un petit mot et ma philosophie. Comment lutter contre l'obstruction quand on n'est pas ORL? Eh bien, quand on est orthodontiste, on fait de la distraction maxillaire. Alors j'ai mis maxillaire supérieur, en fait c'est faux, c'est le maxillaire, et ce qui est en bas c'est la mandibule, donc il n'y a pas de maxillaire supérieur et inférieur, donc c'est le maxillaire. La distraction bimaxillaire, c'est donc le maxillaire et la mandibule. Les orthèses d'avancée mandibulaire, je vous en toucherai un mot, et le traitement fonctionnel, bien sûr, qui devient très à la mode maintenant avec le bio. Qu'est-ce qu'il faut penser des amydalectomies? Historiquement, toutes les études qui ont été faites montrent qu'on est les rois du pétrole, que les otorhinolaryngologistes font leur travail très bien et traitent définitivement les enfants du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Alors, j'ai pris 4 études, 4 méta-analyses. J'adore la controverse, donc forcément, il y a de la controverse. Et puis une étude en cours qui est, il y a une faute d'orthographe, qui est la CHAT, qui est une étude extrêmement importante qui nous a donné pas mal d'orientation à propos du traitement. Alors voilà ce qu'on pensait il y a quelques années, en 2003, et c'était Gozal quand même qui était assez critique vis-à-vis de la chirurgie. Il donnait un 85% de bons résultats quand on faisait une amydalectomie et une adénoïdectomie. C'est ce que vous avez tous en tête, j'imagine. Et puis, il y a la première méta-analyse qui a été faite par Britzk et qui met en évidence les effets absolument bénéfiques du syndrome d'apnée de l'amydalectomie. Alors, vous voyez que la moyenne de l'index d'apnée en pré-thérapeutique était à 16,8, en post-thérapeutique était à 2,42, un différentiel de 13,92, et vous le voyez sur cette échelle. Eh bien, on est quand même dans une quasi-guérison vis-à-vis du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil. Et puis, Friedman, lui, il a fait une étude un peu plus importante. Il y avait presque 1100 enfants inférieurs à 18 ans. Et puis, lui, il a constaté qu'il y avait une baisse de l'index d'apnée de 18,6 à 4,2. Donc, il y avait une baisse de 12,4. Et c'était déjà un tout petit peu moins bien. Mais si vous regardez l'étude un tout petit peu plus en profondeur, c'est quoi la guérison? C'est inférieur à 5 d'index d'apnée-hypopnée. Alors si on prend inférieur à 5, on est à 62%, 66%. On était à 86 au départ, hein. On est déjà à 66. Et inférieur à 5, ce n'est pas forcément guéri. Lorsqu'on demande à être véritablement guéri, c'est-à-dire ne plus avoir de syndrome d'apnée, c'est d'être strictement inférieur à 1. À 0,90. Déjà, on est à 60%. On a quand même pas mal baissé. Et puis, la différence qu'on a eue entre les deux, sauf que Friedman, il a pris tout confondu. Et que Britzke, il n'a pris que les bons cas. Il n'a pas pris les anomalies, il n'a pas pris les obèses, il n'a pas pris les béances antérieures, il n'a pas pris les anomalies dentosquelettiques. C'est ce qui a fait vraiment la différence entre les deux. Et puis, on sait, je ne sais pas si ça marche le reste, voilà. Donc, ensuite, Guilleminault s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait eu autant d'échecs. On était passé de presque 90% à 60%. Donc, on se rapproche des 50%, donc on n'est pas si fort que ça. Et il s'est posé la question de savoir quels étaient les éléments qui péchaient ou qui faisaient que cette intervention n'était pas si évidente. Il a retrouvé chez ses enfants qui étaient en échec de traitement un problème nasal, une hypertrophie des cornets, une déviation du septum, un mal empathie de score 3-4. Vous savez, quand on ouvre la bouche et qu'on regarde le dos de la langue sans le sortir de la bouche, si vous avez le dos de la langue qui
coiffe complètement le voile du palais à moitié ou en totalité, vous avez ce qu'on dit un score de malampathie de type 3-4. Et puis vous aviez un truc incroyable, c'était la rétromandibulie. On n'en avait pas encore parlé. Et on s'est dit, Dieu sait, donc ces enfants, s'ils sont rétrognates, s'ils ont une grosse langue, s'ils ont un problème nasal, bah, il va falloir faire gaffe lorsqu'on va falloir les opérer des amygdales. Probablement que ce sont des enfants qu'il va falloir suivre ou peut-être associer à un geste secondaire. Et puis on a fait une étude un peu plus longue avec Guilleminot sur les enfants et puis on s'est rendu compte que quelquefois 11 ans plus tard, eh bien, ces échecs persistaient. Tout ça parce qu'on n'avait pas suivi les enfants et que ces enfants, quand on les prenait quelques années plus tard, eh bien, ils étaient complètement en échec. Simplement cette étude pour vous montrer, ça n'a pas d'importance méthodologique, c'est simplement pour vous dire à quel point il faut suivre les enfants en post-opératoire. Et puis est arrivée l'épouse de M. Ghosal, d'origine iranienne, très jolie, brillante femme, travaillant avec lui à Chicago. Et puis elle s'est dit, on va faire une étude multicentrique, on va faire des PSG à tout le monde, en pré, en post, mais on va faire des véritables polysomnographies avec bien sûr des canules nasales. Alors vous dites canule nasale, pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose? Oui, toutes les études précédentes que vous avez vues étaient faites avec des thermistances. Donc c'est du quantitatif, c'est du qualitatif, c'est oui, non. La canule nasale, c'est du qualitatif. J'ai un peu. Donc, on a commencé à inventer, bien sûr, l'hypopnée, puis le syndrome de haute résistance, puis les limitations de débit. Ça nous a permis d'un peu élaborer les phénomènes de résistance respiratoire. On ne s'est pas dit, il ne respire pas ou il respire. On s'est dit d'un seul coup que c'était un peu différent. Donc, elle a commencé à mettre en place ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en mettant des canules nasales? On a détecté probablement des apnées, des anomalies de la respiration qui n'étaient pas présentes lorsqu'on avait affaire à des thermistances. Alors, voilà à peu près le panel des gens qu'elle avait examinés. Au niveau de l'âge, il y avait presque 7 ans, 6 ans, ils étaient 600. Il y avait quelques obèses avec un Z-score supérieur à 1,65 pour les obèses et inférieur pour les en surplus. Et hop, réussite, je guéris mon patient, je n'ai que 27% des cas. Alors là, on boxe dans une autre catégorie quand même. Lorsqu'on dit gros amygdales, on va les opérer, ça va leur faire un bien fou. Simplement, je pense que c'est vrai. Sauf que si vous analysez très exactement vos patients et que vous les avez bien examinés, que vous n'avez pas de face longue, pas de micro-rétrognathie et que vous n'avez pas d'anomalie nasale, dans ces conditions, vous pouvez espérer avoir un bon résultat. Lorsque vous prenez les patients sans examen et sans aller chercher les éléments qui vont faire du résultat quelque chose de mauvais, eh bien, vous vous rendez compte que les résultats ne sont pas bons. Alors ça secouait un peu les ORL en règle générale, parce que vraiment, on était quand même un tout petit peu, on était un peu moins fortiche sur notre action. Et puis on s'est rendu compte qu'on soit chez les obèses ou chez les non-obèses, obèses en haut et les non-obèses en bas, que les deux éléments communs, c'était bien sûr l'âge, c'est-à-dire que plus vous l'opérez tard et moins vous avez de bons résultats, et le poids bien sûr, et puis dans les deux, obèses et pas obèses, le poids intervenait. Vous savez que chez les obèses, ça ne donne pas de bons résultats, l'amygdalectomie. Et puis surtout, il y a deux éléments qu'on n'avait pas encore intégrés dans nos études. C'était la présence d'un asthme ou pas. Et bon, vous voyez que les probabilités ne sont pas fortes, mais elles existent quand même. C'est que l'asthme et le fait d'avoir un index d'apnée-hypopnée important avant d'opérer, étaient des éléments péjoratifs pour les résultats futurs. Alors vous voyez, donc, on se retrouvait en espèce de sludérésiste où on arrachait les amygdales les unes après les autres sans savoir véritablement ce qu'était le sommeil, les conséquences, etc. Et on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus élégant où on est obligé d'un peu plus réfléchir sur les indications thérapeutiques et donc on discute avec des pédiatres, des neuropédiatres, des pédopsychiatres, etc. qui fait que l'élaboration du diagnostic est très différente de ce qu'il était il y a une dizaine d'années. Et puis il y a une étude qui s'appelle CHAT, Childhood Adenotonsillectomy Trial, qui a été faite et qui est pas mal. Et c'est une étude qui a été faite sur, je prends 227 enfants à qui on ne fait rien, et puis on prend 226 enfants à qui on fait une amygdalo-adénoïdectomie, et qu'est-ce qui se passe? Malheur. On se rend compte que quels sont les éléments péjoratifs pour une récidive du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil et la persistance. Aux États-Unis, c'était d'être coloré.
d'être obèse par rapport aux non-obèses et surtout d'avoir un index d'apnée-hypopnée important. Et je ne l'ai pas montré sur cette photo. Il faut savoir que l'enfant à 10 ans rattrape celui qui n'est pas opéré, rattrape celui qui est opéré. C'est-à-dire qu'en fait, à 10 ans que vous l'ayez opéré ou pas, ça donne exactement les mêmes résultats. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi les opérer, ces enfants? Ça ne sert strictement à rien. N'oubliez jamais une chose, c'est que l'enfant entre 3 et 6 ans va construire son cerveau, va construire sa relation sociale, va construire, alors ça c'est une chose dont je ne m'occupe pas, mais que je peux considérer comme quelque chose d'important, mais il va surtout construire le terme est pas beau, mais c'est sa boîte à langue et sa boîte à respirer. Et vous avez compris que si vous ne l'avez pas prise en charge assez tôt, ben, ce n'est pas bien. Et souvent, dans l'argumentaire du docteur, j'attends 6-7 ans pour que la relation contenant-contenu puisse s'équilibrer, puisque mes amygdales, elles vont rester comme elles sont. Et puis, dans le fond, le contenant va beaucoup grandir, donc le relationnel va se minimiser et vous n'allez plus avoir de résistance. Sauf que vous aurez passé de 2 ans à 7 ans eh ben, en sous-oxygène, avec un cerveau et un sommeil qui ne se fait pas correctement. Donc, retenez quand même que l'enfant, quand vous l'avez pris tôt, il est beaucoup mieux à l'âge de 10 ans, même si cette étude chat montre le contraire. Alors, bien sûr, la participation des amygdales et des végétations, et vous voyez bien que chez l'obèse, ici à ce niveau-là, le fait d'avoir des grosses amygdales ou pas n'a peu d'importance. Et dans nos indications thérapeutiques chez l'obèse, qu'il ait des grosses amygdales ou pas, on s'en fiche un peu. Chez le non-obèse, celui qui a des grosses amygdales, il a un tout petit peu plus de chances de succès, et même un certain succès lorsqu'on l'opère. Et lorsqu'on a affaire à des vieux, à des young and des old ici à ce niveau-là, on se rend compte que la participation des amygdales est peu importante et que chez l'obèse, c'est surtout l'infiltration graisseuse. Donc retenez à l'esprit que si vous avez des très grosses amygdales chez l'obèse, c'est probablement pas elles, en les enlevant, qui vont participer. Ou si ça participe, suivez vos enfants au long terme. Je suis obligé de faire un petit aparté sur les amygdales linguales parce que chez l'enfant, c'est extrêmement fréquent qu'il ait des amygdales linguales hypertrophiques. Alors, on essaye de les enlever en même temps qu'on fait l'amygdalectomie palatine. Mais sachez que c'est la cause majeure de l'échec post-opératoire. Lorsqu'on fait des endoscopies du sommeil ou de sédation chez des enfants qui sont en échec chirurgical, 9 fois sur 10, soit c'est une épiglotte, c'est-à-dire une flappie épiglottis un peu tardive, hein, qui n'a pas été diagnostiquée, soit c'est une hypertrophie des végétations, des amygdales linguales. C'est dire l'importance d'aller réexaminer ces enfants qui sont en échec, et je le répète pour la énième fois. Et puis, inférieur à 3 ans, on s'était dit, mais on s'occupe beaucoup des enfants à partir de 3 ans, d'abord parce que dans le privé, c'est compliqué d'opérer les enfants qui sont inférieurs à 3 ans. Il faut des autorisations spéciales, il faut des anesthésistes, il faut un service de pédiatrie, il faut un service de soins attentifs plutôt qu'intensifs. Donc il faut quelques éléments un peu solides pour pouvoir opérer les enfants qui sont inférieurs à 2 ans. Alors, parmi ces enfants, lorsqu'on a opéré tous les enfants qui étaient, du moins dans cette étude, lorsqu'on a opéré les enfants qui étaient inférieurs à 3 ans, quel était leur point commun? Eh bien, on s'est rendu compte qu'il s'agissait souvent de garçons qui avaient un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, qu'il s'agissait souvent des enfants avec une prématurité, un petit poids, et puis surtout qu'il y avait peu de rattrapage en post-opératoire. Vous savez que lorsqu'en post-opératoire, vous reprenez du poids après amygdalectomie, c'est dû probablement à une ingestion un peu plus importante, mais sachez que vous avez réveillé votre hormone de croissance, parce que sous-oxygéné, l'hormone de croissance n'est pas sécrétée. Et vous savez que l'hormone de croissance n'est sécrétée que pendant le sommeil lent. Donc quand vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, vous faites peu de sommeil lent. Et lorsque vous mettez de la ritancérine, par exemple, pour essayer d'augmenter la concentration du sommeil lent, le delta wave activity, on se rend compte qu'on rallume l'hormone de croissance. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous opérez des amygdales? Eh bien, vous redonnez du sommeil lent, un peu plus de sommeil lent profond de type N3 à vos enfants. Donc vous refavorisez la sécrétion d'hormones de croissance. Et parmi ces enfants, à l'interrogatoire, les signes qui ressortaient le plus souvent, donc c'était le ronflement, le fait d'avoir des pauses constatées. Alors, messieurs les pédiatres, c'est quasiment pathognomonique. Je l'ai appris d'une somnologue pédiatrique de Lyon
pas celle qui est en place, mais la précédente, qui est maintenant retraitée, et elle considérait que le fait de constater des pauses respiratoires chez l'enfant et que la maman se levait inquiète la nuit parce que l'enfant s'arrêtait de respirer était un signe quasi pathognomonique du syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil de l'enfant. Donc retenez quand même ces petits signes. Bien sûr, le sommeil agité, le fait qu'il respire par la bouche, on recommence, le fait qu'il s'éveille souvent dans la nuit, un enfant qui vous emmène et qui surveille et qui s'éveille longtemps, souvent dans la nuit, il faut quand même avoir un doute, même s'il est inférieur à 3 ans, surtout s'il est garçon, prématuré, petit poids, etc. Donc si vous avez tous ces arguments en plus avec vous, vous avez des chances de le remettre au bloc opératoire ou de le traiter. Alors voilà une autre petite chose dont je voulais vous parler quand même, qui a fait la transformation de nos enfants et surtout la transformation de notre prise en charge, c'est surtout le déficit de croissance du maxillaire supérieur. Et ce déficit de croissance, on le connaissait déjà. Alors vous voyez que l'épidémiologie en matière de déficit de croissance varie beaucoup entre 2,7 et 23. Donc bon, probablement c'est entre les deux, qui a une première description qui a été faite en 1969. On sait maintenant que les grosses amygdales, les grosses végétations étaient associées avec un palais ogival, mais un palais ogival, ce n'est qu'un maxillaire étroit. Mais on ne s'était pas posé la question de savoir comment on pouvait traiter ces enfants, et que la respiration buccale aussi, lorsque les enfants avaient une respiration buccale, ils avaient un palais ogival. Eh bien, vous comprendrez aisément que lorsque vous donnez du volume à cette partie des orifices piriformes, non simplement vous allez permettre, grâce à l'activité de cette suture dont je vous ai parlé, qui va se fermer bien sûr à l'adolescence. Donc il va donner de la place, va permettre aux canines de descendre vers le bas, donc d'agrandir cet orifice. Et si cet orifice ne s'agrandit pas à ce moment-là, vous allez le porter comme un calvaire toute votre vie. Et lorsqu'on opère du septum les personnes qui n'ont jamais agrandi leur orifice piriforme, on est en échec chirurgical. Et même chez l'adulte, lorsqu'on a une hypomaxillie avec un palais ogival, lorsqu'on opère ces gens-là du septum, on a souvent des échecs. Alors voilà comment ça se passe, bien sûr. On essaye, bien sûr, de distracter cette suture centrale, vous avez compris aisément. Alors ça peut se faire à la partie supérieure maxillaire, ça peut se faire à la partie inférieure mandibulaire, et ça donne ces résultats-ci. Alors le seul petit problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une distraction postérieure persistante après. Souvent, la distraction, elle se fait à la partie antérieure, mais ça suffit le plus souvent pour agrandir, bien sûr, les volumes ici à ce niveau-là. Et on arrive même à avoir, en agrandissant cette croissance transversale, à rétablir quelquefois les déviations de cloison. Comme la cloison a un peu plus de place, vous avez un rétablissement des déviations de cloison. Alors Gray a montré que quand on faisait ces distractions, il y avait moins d'allergies, des réflexes de protection, ORL était meilleur, que l'hormone de croissance allait. Mais il n'avait pas décrit qu'il y avait une relation avec le sommeil, mais ils avaient déjà constaté ça, parce qu'il y avait certains cliniciens qui regardaient les patients à l'époque. Et bien lorsqu'on compare ceux qui font de la chirurgie, c'est-à-dire qui cassent l'os, cette suture chirurgicalement, et ceux qui la font orthodontiquement par là, comme vous avez vu là avec le distracteur, ça donne à peu près les mêmes résultats. Alors ça, il fallait que je vous parle de Paola Pirilli, qui a fait les premières études avec Guy Minot là-dessus, et qui ont montré que l'association avec l'amygdalectomie donnait les meilleurs résultats, et que probablement c'est l'association du traitement orthodontique et du traitement de l'amygdale palatine ou de l'amygdale linguale et des végétations qui donnaient les mêmes résultats, et que les échecs des uns appartenaient aux autres, donc il fallait absolument marcher main dans la main. Alors ça, c'est une étude qu'on avait faite avec Guy Minot aussi sur la rééducation myofonctionnelle. Il faut savoir que la langue, lorsqu'elle est en partie supérieure, eh bien, la respiration nasale se fait mieux, et que la déglutition primaire qu'on voit souvent chez nos enfants, eh bien, c'est assez délétère pour la croissance. Donc envoyer les enfants en rééducation linguale, c'est aussi une façon de les prendre en charge vis-à-vis de cette langue. On a des propulseurs comme les orthèses. Qu'attendre de ces interventions? Je vais aller un peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sait que quand on opère ces patients, eh bien, vous allez avoir pas simplement un impact sur les index d'apnée, bien sûr, vous allez avoir aussi un impact sur les marqueurs de l'inflammation dont je vous ai parlé, qui sont extrêmement délétères, et sur les lipides. Donc, vous allez avoir une action non simplement sur le syndrome inflammatoire, mais là-dessus, vous allez avoir aussi sur les molécules d'adhésion, et vous voyez que les études approfondies ont été faites sur la relation entre les molécules d'adhésion et les phénomènes de désaturation, de micro-éveil, qui sont vraiment les phénomènes qui sont attenants aux résistances respiratoires. Donc syndrome inflammatoire et résistance respiratoire. La proprioception pharyngée, là je n'ai pas le temps parce qu'il me reste 58 secondes, donc c'est pas très important. Tout ce que je voulais vous dire, c'est simplement
que chez ces enfants-là, il y avait une reprise de la croissance grâce à l'arrivée de l'hormone de croissance. Mais je voulais vous dire aussi que cette étude a été refaite en tonomanométrie il n'y a pas très longtemps par Gozal et qui montre qu'il y a déjà à l'âge de 8 ans chez l'enfant non obèse, non apnéique, versus l'obèse avec un non-obèse avec un syndrome d'apnée, donc n'avait comme seul inconvénient que d'avoir un syndrome de haute résistance et pas d'obésité. Alors vous voyez, vous arrêtez le sang au niveau de l'artère radiale, ici à ce niveau-là, et vous calculez la distance, le temps que met le premier pouls à arriver au niveau de votre pouce, ici à ce niveau-là, et vous voyez que déjà chez l'enfant de 8 ans qui a un syndrome d'apnée-hypopnée de 5, et vous avez déjà une pathologie vasculaire qui s'est déjà installée avec une flexibilité. C'est bon ça. Ça, je devrais faire ça. Je peux terminer? Il y a 2 autres diapos. Donc simplement pour donner l'importance sur les conséquences vasculaires. Alors ça, c'est la même étude, mais simplement pour dire qu'au niveau cognitif, j'ai plus que 2 diapos. Au niveau cognitif, lorsque vous traitez les enfants trop tard, il faut savoir que l'enfant traité ne revient jamais comme le contrôle. Et plus vous laissez de temps entre l'arrivée des symptômes et votre traitement, et moins vous aurez de chances d'avoir un rétablissement ad intégrum de la pathologie que vous aviez au préalable. Et parmi ces pathologies, eh bien, vous voyez, on parle des éléments cognitifs chez l'enfant qui ne retrouvent pas les mêmes choses. Alors, je sais qu'il y a quelques cardiologues ici. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, on a quitté l'index d'apnée-hypopnée, et je veux vous plonger dans des choses sur lesquelles on discute maintenant à propos d'index. C'est les high frequency, low frequency au niveau des cardiologiques et du couplage entre le poumon et le cœur. Et on sait que les enfants qui sont high frequency sont des enfants qui se défendent bien contre le syndrome d'apnée et les résistances respiratoires. Et à contrario, ceux qui font des complications vasculaires, ce sont des low frequency. Et vous voyez ici, à ce niveau-là, vous voyez, je n'ai pas la flèche là. Alors, à propos des high frequency, c'est-à-dire que plus vous baissez votre index d'apnée-hypopnée du sommeil, et plus vous avez de chances d'avoir le syndrome de high frequency. A contrario, lorsque vous aggravez votre index d'apnée-hypopnée du sommeil, vous avez une augmentation des low frequency. Et ça, c'est probablement un élément qu'on va essayer de mettre en place chez les enfants, et je répète encore une fois, pour essayer de les phénotyper. Parce qu'il y a peut-être un enfant qui aura 25 apnéeurs et qui sera protégé. Est-ce qu'il faudra l'opérer? Non. Et l'enfant qui aura 2 apnéeurs et qui aura plein de low frequency, il va probablement faire des complications vasculaires à l'âge adulte. Peut-être que celui-là, il faudra le prendre un peu plus en charge que l'autre. Alors sachez que maintenant, la prise en charge de ces enfants par les maigres otorhinolaryngologistes se fait de façon un peu plus élaborée et un peu plus distinguée quand on a affaire à ces phénotypes et qu'on en reparle. Alors ça, c'était la même étude qui a été faite. Ça, c'est sur les ronflements, mais on peut passer. Donc je voudrais conclure sur le fait de ne pas traiter l'enfant trop tardivement, que le traitement orthodontique doit être demandé, mais sans aucun problème. Il faut savoir maintenant que moi, à Bordeaux, j'ai plus d'apports des orthodontistes que des pédiatres, mais c'est comme ça, peut-être parce qu'il y a peu de pédiatres chez nous et qu'il y a beaucoup d'orthodontistes et qu'ils ont beaucoup de patients, que l'association des deux est probablement celle qui donne les meilleurs résultats. Je voudrais aussi conclure sur le fait qu'il y a des anomalies crânio-faciales, c'est sûr. Sachez que les enfants, vous pouvez les rendre malades très jeunes, et si vous ne les détectez pas très jeunes, ils vont emporter avec eux cette maladie, je le répète, et vous en serez responsable parce que vous n'aurez pas eu la culture de pouvoir les détecter. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir ces patients dès le départ, essayez de faire cultiver votre otorhino, votre orthodontiste avec lesquels vous travaillez, et vous verrez que l'enfant s'en portera beaucoup mieux, et si vous croisez ce petit garçon, traitez-le. Merci, Dr Montero.